Ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, out, fa, la, ré. Si vous avez étudié le solfège moderne, celui qu'on apprend dans les écoles de musique ou dans les conservatoires, vous devez vous demander ce qui m'arrive. Est-ce que j'ai reçu un coup sur la tête ou est-ce que j'ai oublié toute la lecture de notes que j'ai durement apprise au cours de ces années? C'est ni l'un ni l'autre, j'utilise la solmisation, le solfège baroque et de la Renaissance. Quand on apprend à lire les notes en France, on apprend avec 7 syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ces syllabes sont associées à un emplacement sur la portée. Do est ici, la est ici, fa est ici. En plus de correspondre à un emplacement fixe sur la portée, chaque syllabe correspond à une hauteur fixe. Le La, par exemple, correspond à 440 Hz et sera toujours chanté La. Excusez-moi si je ne suis pas exactement à 440 Hz, mais vous voyez. À la Renaissance, l'idée de solfège absolu n'avait aucun sens, et on utilisait un solfège relatif. N'importe quelle hauteur pouvait être chantée out. L'important, c'était que les syllabes correspondent à un rapport entre ton et demi-ton. Out, ré, enfin do, ré, correspond à un ton. Out, ré, ré, mi correspond à un ton. Ré, mi et mi, fa à un demi-ton. Mi, fa, sol, un ton. Fa, sol et sol, la, un ton. Sol, la. On utilisait ces 6 syllabes qu'on appelait l'hexacorde. Cette manière de chanter les notes était faite pour faciliter l'apprentissage du chant et de l'intonation. Il faut savoir que la musique Renaissance était principalement une musique vocale, où à ce moment-là, les chanteurs n'avaient pas nécessairement leur instrument sous la main pour vérifier la hauteur de leurs notes. Ce qui faisait que la question de savoir si le out qu'on chantait correspondait bien à un do moderne n'avait pas de sens. Pareil, personne ne se demandait si le la qu'on chantait correspondait à 440 Hz. C'était simplement un solfège relatif qui servait à bien identifier les proportions entre les sons et les bons intervalles. Aujourd'hui, dans certains pays du monde, comme la Hongrie par exemple, les pays de l'Est d'Europe, on apprend encore avec ce système-là relatif, où le out, le do, peut être chanté à différentes hauteurs. Cette manière de travailler les notes facilite grandement l'apprentissage du chant et de la justesse. Là où notre système moderne correspond plus à une vision d'instrumentiste et une vision rationaliste de la musique. Pour comprendre un petit peu la solmisation, il faut savoir que chaque note de la portée était désignée non pas par une syllabe, mais par une lettre. Ces lettres étaient le G, A, B, C, D, E, F. Ce qu'on appelle la clé de Fa aujourd'hui était sur la ligne F. Et donc, on mettait une lettre à chaque interligne et à chaque ligne. C'est qu'on a le G, A, E en dessous, D, C, B, A, G et F. Ces lettres désignaient les 7 proportions du son dont la découverte était attribuée à Pythagore. Vous savez, Pythagore qui tend une corde et qui s'aperçoit qu'en divisant cette corde en plusieurs endroits, on obtient des hauteurs de son différentes. Et qu'avant de retrouver le même son, on passait par 7 sons différents. À la Renaissance, on pouvait commencer notre Do, notre out, sur différentes lettres, et donc à différents emplacements de ma portée. La première manière de chanter le Do était à partir du C. On retrouve un peu notre manière moderne. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La.
Out, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Avec le C qui est Out. C'est ce qu'on appelait l'hexacorde naturel. À noter que cet hexacorde ne contient pas du tout la lettre B. La ligne B est ici, et le B se trouve là. Donc vous voyez que l'hexacorde naturel ne contient pas le B. On pouvait aussi commencer l'hexacorde sur la lettre G. G se trouvait ici. Donc Out, Ré, Mi, Fa, Sol, La. On voyait que, encore une fois, Mi, Fa correspond au demi-ton qu'on appelle aujourd'hui Si, Do, mais à l'époque on chantait Mi, Fa aussi. Out, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le B, qui se trouve ici, cette fois-ci, appartient à l'hexacorde, et le B désigne le début du demi-ton Mi-Fa. Le B renvoie à la syllabe Mi. Pour différencier le B Mi du B Fa, qu'on va voir plus tard, on l'écrivait B carré, comme ceci, ce qui a donné le bécard. Comme le B dans l'hexacorde G est décrit par le B carré, le B dur, on appelle cet hexacorde l'hexacorde dur. Enfin, on pouvait aussi commencer Out sur la lettre F. Et donc avoir Out, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Pour avoir le demi-ton, par contre, il fallait baisser le B. Et pour indiquer qu'on baissait le B, on le notait comme ça, B rond, opposé à B carré. Le B rond, B mou, B doux, B arrondi, est devenu bémol en français, ce qui a donné notre bémol aujourd'hui. Cet hexacorde est appelé l'hexacorde doux, en référence à ce B arrondi. À la Renaissance, on avait donc trois possibilités de chanter. Commencer Out ici, à partir de C, commencer Out ici, à partir de G, et enfin commencer Out ici, à partir de F. Je pouvais donc changer les syllabes au fur et à mesure de mon chant, avoir Out tantôt ici, tantôt là, tantôt là. Avec l'habitude et le travail du chant, le chanteur le faisait automatiquement avec des réflexes qui viennent très vite. Quand on a un chant, donc revenons à notre Agnus Dei de Palestrina, on voit déjà que on n'a pas le B abaissé, on n'a pas le bémol, et donc on exclut directement l'hexacorde doux qui ne pourra pas être chanté. On aura le choix entre l'hexacorde naturel, avec un Out ici, sur la lettre C, ou bien l'hexacorde dur, avec un Out ici, sur la lettre G. Comme je vois que ma mélodie descend sous la lettre C et monte, c'est évidemment l'hexacorde dur, donc c'est-à-dire G Out. Ce qui fait que je vais commencer ma mélodie avec un Ré, Mi, Fa, Sol, La. Avec ce système, je ne peux pas tromper d'intonation, je sais que mon Mi-Fa sera un demi-ton. Et avec l'habitude, ça va venir tout seul. Si je continue, je vois que je redescends, donc Sol. Je chante. Ré, mi, fa, sol, la, sol. Là, je réfléchis même pas. Même avec l'habitude de chanter Ré, mi, fa, je sais que je suis juste, puisque j'ai l'habitude que mon mi, fa soit un demi-ton. Comme je rappelle qu'il n'y a pas la syllabe si,
je ne peux pas nécessairement utiliser le même hexacorde pendant toute la mélodie. Là, par exemple, je suis sur la lettre A, là-haut, sur la clé de Fa, et si j'utilise le... Si je continue à être dans l'hexacorde G out, c'est-à-dire l'hexacorde dur, ça ne va pas fonctionner, puisque je devrais faire Ré, Do, et puis là ensuite, je serai coincé, puisqu'il n'y a pas de Si. Je dois donc faire ce qu'on appelle une mutation, et passer dans l'hexacorde C out, l'hexacorde naturel. Et donc cette fois-ci, chanter La. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai mon Sol et mon La qui sont à une quinte d'écart. Sol, La. Ça, c'est le côté un petit peu technique et un petit peu difficile de la solmisation. Je continue dans l'hexacorde C out. La, Sol, Fa, Mi. Je retrouve mon demi-ton, Fa, Mi. Ré, out, Fa. Et comme je vois que ma mélodie descend sous la lettre C, pour arriver à la lettre A, je dois refaire une mutation ici, et repasser dans l'hexacorde G, c'est-à-dire l'hexacorde dur. Et donc, si mon G est ici, out, ré, mi, fa, sol, la, je chante la, ré. Si je recommence tout depuis le début, j'ai donc ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, out, fa, la, ré. La solmisation, en fait, ça renvoie simplement au fait de chanter des hexacordes sur les portées. Et si besoin, de faire des mutations, c'est-à-dire de changer d'hexacorde. À la Renaissance, on a donc ces trois hexacordes, G out, donc le dur, C out, le naturel, et F out, le doux. Mais à la période baroque, on a pu transposer tous ces différents hexacordes pour, pour faire en sorte que ça puisse correspondre à toutes les tonalités. Mais on utilisait encore à la période baroque cette manière de chanter là. Maintenant, on peut se poser la question, à quoi ça sert? Pourquoi? Est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué que notre solfège moderne? Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que c'est pas simplement une vieillerie, une relique du passé? Alors, c'est un sujet très compliqué, très délicat. La première raison d'apprendre la solmisation est tout simplement d'apprendre à penser comme les compositeurs de la Renaissance. Si on veut étudier la Renaissance, le contrepoint, ce qui est toujours bien, c'est de se mettre dans la peau des musiciens de l'époque, comment ils chantaient, quelles notes ils avaient dans l'oreille, et pour éviter les anachronismes. C'est-à-dire de se pénétrer du style et de l'état d'esprit de l'époque pour mieux composer dans ce style. Le deuxième argument, cette fois-ci, au-delà du côté historique, c'est que ce système-là facilite grandement le chant, alors que notre système moderne est vraiment très contre-intuitif au niveau du chant. Quand on apprend à un enfant à chanter Do, Ré, Mi, Fa, il imprime dans son esprit que le Mi, Fa est le demi-ton. Et quand il arrive au bout de la 3e ou 4e année de solfège, on lui apprend que Mi, Fa n'est pas nécessairement un demi-ton. En effet, si je décide de transposer, par exemple dans la gamme de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, eh bien le Fa, qui prendra un dièse, fera en sorte que Mi-Fa soit un ton, et que le demi-ton se trouve entre Fa et Sol. On chantera donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et on chantera Mi-Fa comme étant un ton. Ce qui fait que les syllabes qu'on utilise ne sont plus du tout des aides à l'intonation, mais simplement des noms arbitraires qu'on pose sur les choses, hein, des étiquettes pour désigner des sons, mais pas du tout des aides à l'intonation. Alors qu'à la Renaissance, chanter mi, fa avec un ton était hors de question, c'était pas utile.
Alors après, on a fini par le faire, on verra après la musica ficta, mais c'était très exceptionnel qu'à à la fin des morceaux, et le mi-fa désignait le demi-ton. Lorsqu'on a quelques soucis d'intonation et de justesse, à partir du moment où on arrive à reconnaître les syllabes, ce qui est la partie un peu difficile de la solmisation, le chant vient tout de suite, puisque on reprend notre outre et mi fa qu'on a appris depuis tout petit. Le mi fa étant toujours le demi-ton et tout le reste étant des tons. L'essentiel du travail quand on pratique la solmisation, c'est d'identifier les endroits où on va devoir faire des mutations, c'est-à-dire changer d'hexacorde. Une fois qu'on a l'habitude de faire ça, ça devient beaucoup plus simple de chanter. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur la solmisation. Alors bien sûr, cette vidéo est très loin d'être exhaustive. Il y a énormément à dire sur ce sujet et je ne suis pas du tout expert. Mais j'espère que ça aura au moins participé à éveiller votre curiosité sur ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la chaîne Ricardus Cochlearius. C'est simplement pour les anglophones, hein, c'est en anglais. Mais cette chaîne, c'est vraiment un saut dans la musique Renaissance. Et c'est là personnellement que j'ai découvert la solmisation. On s'aperçoit que c'est vraiment un monde et qu'on peut plonger dedans. Et c'est vraiment génial. Alors pour ceux qui parlent anglais, allez-y. Mais par contre, c'est un niveau un petit peu supérieur à ce que je propose moi sur la chaîne. Donc ça peut être un peu déstabilisant au niveau de la difficulté, mais c'est vraiment... je vous encourage à aller voir une fois que vous aurez maîtrisé les notions de la musique Renaissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas sur cette vidéo, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez être souscripteur maintenant sur la chaîne pour un petit don. Vos exercices seront corrigés en priorité et vous pourrez échanger avec moi si vous le souhaitez en allant sur l'onglet Rejoindre. Je remercie du fond du cœur les souscripteurs qui sont Pierre, Catherine, Maude, Augustin, Grégoire, Maxime, Franck et Hugues. Comme vous êtes déjà 4000 abonnés à la chaîne, j'ai fait un petit post dans l'onglet Communauté pour vous proposer de me poser des questions. Ça peut être n'importe quelle question sur la musique ou pas, pour qu'on puisse échanger un peu plus longuement, un peu plus directement, sans le filtre des thèmes que j'aborde dans les vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez une question à me la poser dans les commentaires de ce post. Nous réaborderons plusieurs fois la solmisation dans d'autres exemples, parce que là on a eu un seul exemple, il faudrait de très nombreux exemples pour se rendre compte de la richesse et de l'utilité de ce système. C'était juste une mise en bouche, mais j'espère que la vidéo vous aura plu, aura été assez claire et vous aura permis d'être curieux sur ce sujet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, au revoir.